Tout va bien, tout va bien, petit tout va bien, tout va bien. Je vais faire une vidéo simple. Pour faire simple, on nous fraude 80 milliards, c'est mis sur les marchés, ensuite c'est prêté aux États, donc à la France, et la France rembourse avec intérêt l'argent qu'on lui a volé. Et c'est ça, et là-dessus, bien sûr, on met des intérêts suffisamment forts pour que la dette s'auto-entretienne. Et en fait, c'est ça qu'on appelle les chaînes de la dette. Parce qu'à partir de là, on crée une rente. Et à un moment, la charge de la dette devient tellement importante que pour pouvoir payer cette rente, on est obligé de faire de l'austérité, c'est-à-dire de vous appauvrir. On est obligé d'augmenter les impôts, la TVA, de plus rembourser les médicaments. Tout va bien, tout va bien. Nous nous amuserons à relever une date. Amusant, oui, car ce n'est pas une date que nous relèverons dans nos manuels scolaires. Non, elle n'y figure pas. Or, au vu de son ampleur, elle mériterait au moins une petite ligne. Aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier. Bon anniversaire. Merci. Merci à toi, Laurent. Oui, c'est vrai, je suis né le 3 janvier. Et c'est grâce à ce fait que j'ai compris en fait l'astuce de la loi du 3 janvier. Parce qu'il y avait, à mon anniversaire, comme tous ceux qui sont nés d'ailleurs le 2 ou le 3 ou le 4, Les fêtes de Noël. voilà, il n'y a jamais personne, hein, parce qu'après l'ébiture de Noël, du jour de l'an, le 3 janvier, là, c'est un peu dur de remettre ça. Et donc c'est comme ça hein, que j'ai compris pourquoi ils ont voté la loi du 3 janvier 1973, hein, pour bien bip le peuple français, hein, pour le voler, pour le dépouiller, pour enlever toutes leurs économies. La dette publique, ça te parle? Hein? Oui? Non? 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 Et pourtant... Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Maintenant, imaginez quelques instants si ce pouvoir tombait entre de mauvaises mains. Eh bien non, en fait, pas besoin d'imaginer. Le qu'on y est. Question rhétorique. En vous épargnant les ambiguïtés du statut de la Banque centrale française depuis sa création, il fut un temps où cette dernière était au service de l'État. À notre service donc. Avec des lois qui n'ont cessé de se multiplier pour que la banque puisse autoriser des avances à l'État. Fallait passer par une convention entre le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque de France, et quand on remboursait, c'était sans charge d'intérêt. Pour faire simple, l'État se prêtait le plus souvent à lui-même via sa banque centrale, à taux zéro. On parle alors de monétiser sa dette. Mais ça, c'était avant. Oui, c'est avant parce qu'ensuite on s'est peu à peu tourné vers les marchés, banques privées pour se financer, et ce n'est pas sans conséquences. Si vous voulez résorber la dette, le premier prérequis indispensable est d'arrêter de faire couler le second robinet pour remplir la baignoire et d'utiliser plutôt le premier à bon escient. C'est-à-dire limiter le pouvoir de création monétaire aux seules banques centrales. C'est le seul moyen d'obtenir un système monétaire qui n'auto-alimente pas sa propre dette. Il y a une quarantaine d'années, les États se sont interdits l'accès à leur banque centrale sous prétexte que le premier robinet était parfois utilisé de manière abusive. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la situation inverse, où le premier robinet manque cruellement et un autre l'a remplacé, remplissant l'économie de dettes impossibles à rembourser. Tout cela, ne l'oublions pas, au profit des grandes banques et de leurs créanciers. Je trouve déplorable qu'un sujet si crucial ne soit ne serait-ce que débattu par la classe politique, ni ne soit jamais traité dans les grands journaux. L'émission monétaire énorme qui a été faite risque de créer une crise de confiance dans le dollar. Et c'est ce que les fonds souverains sont en train de faire. Et là, alors je suis d'accord avec vous, la vraie opportunité, elle n'est pas tellement sur le système bancaire qui purge et qui est en train de prendre une médication, elle est sur la possibilité que Trichet n'arrête pas de mettre sur le tapis de façon extrêmement discrète que l'euro s'érige en monnaie de référence fédérale, que l'euro puisse emprunter, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir cette réaction ridicule de tous les États qui font des sauts de puce et qui sont contraints de refaire des choses, je voudrais juste terminer, c'est qu'à ce moment-là, l'euro puisse financer d'une part un vrai programme productif qui nous manque et qui ne consiste pas à faire des bagnoles et à donner 1000 euros aux gens pour que simplement le bilan immédiat de Renault soit meilleur, mais qui consiste à lancer les programmes écologiques que nous n'avons pas fait pendant 30 ans. Et d'autre part,
en faisant ça et en s'endettant, de permettre à ce que les détenteurs de monnaie internationale à l'échelle mondiale arbitrent. Je suis d'accord avec Jacques Attali, La deuxième histoire, c'est celle qui, à mon avis, résume le mieux qu'aucune théorie économique, ce qui se passe aujourd'hui. C'est Shlomo qui téléphone à David en lui disant « Écoute, j'ai une affaire formidable à te proposer, j'ai un camion de pantalons, les pantalons valent $1. Tu les veux ?» Formidable. David prend les pantalons, téléphone à Jonathan et lui dit « Écoute, j'ai une affaire formidable pour toi, un camion de pantalons, $2. Tu les veux ?» Formidable. Jonathan téléphone à Shaul qui propose $3 et l'histoire continue. Jusqu'à ce qu'un certain moment, Moshe téléphone à Christian et dit « J'ai une affaire formidable pour toi, des pantalons, $49. » Ah, formidable, 49, c'est formidable, je les prends. Le lendemain, Christian téléphone à Moshe en disant « Écoute, tu es vraiment un escroc. » « Comment je suis un escroc ?»« Mais si, écoute, tu m'as vendu $49, des pantalons immétables. » Qu'est-ce que tu racontes ? Tu sais très bien, j'ai ouvert le camion, il y avait des pantalons, il n'y avait qu'une jambe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des pantalons ? Personne ne me met de pantalons qui a une jambe. Tu n'as rien compris, c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. Il faudrait vraiment qu'on arrive à faire ce film, je crois. Et ça montrerait aux gens le détail, j'allais dire d'une utopie, mais justement, c'est pas une utopie, c'est d'un avenir possible, juste à condition qu'on le veuille, à condition qu'on veuille écrire nous-mêmes la Constitution. Voilà ce qui serait l'enjeu, ce qui serait possible. Parce que beaucoup de gens, en fait, n'y croient pas en se disant « on n'y arrivera jamais, ils ne nous laisseront pas ». Mais il faudrait que le film montre que si on a vraiment fait les ateliers et on a montré la diffusion exponentielle de proche en proche à la base, en sous-bruit, ça ne se voit pas à la télé, ça ne se voit pas au cinéma, ça ne se voit pas dans les journaux, mais entre nous, nous passons le mot, c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, donc on s'entraîne, on fait des ateliers constituants. Le film pourrait montrer qu'il y a un moment sur un prétexte, je sais pas, un accident, une bavure, un truc qui révolte les gens, et là, comme c'est souvent le cas, hein, une insurrection, ça commence souvent sur un prétexte, un accident malheureux comme ça, sauf que là, dans la population, c'est truffé de citoyens constituants, des gens qui sont beaucoup entraînés, et on montrerait des manifestations, mais pas des manifestations, c'est plus gros que ça, des manifestations monstres avec non pas des centaines de milliers de personnes, mais des dizaines de millions de personnes qui descendent dans la rue, et le film montrerait que personne ne résiste à ça. Aucun pouvoir, aucune police ne résiste à ça, il y a tout le monde. D'accord, donc quelque part, c'est aussi un appel, là on en profite, à faire un scénario, à tous les artistes, à tous ceux qui ont des idées. Il faudrait qu'on fasse une espèce de base de données pour faire un scénario de toutes les petites scénettes qui montrent ce dont on rêve en fait, et qui est pas c'est un rêve parce que c'est pas encore advenu, mais ça pourrait vraiment devenir une réalité, quoi. Et toutes ces petites scènes de l'établissement qui vient, qui se rapproche d'un acteur politique pour essayer de le corrompre, et puis lui qui a un doute, il va craquer, mais juste avant de craquer, il en parle, et puis la chambre des citoyens tirés au sort, qui est chargée du contrôle, s'empare de l'affaire et arrive à empêcher la corruption, arrive à empêcher toutes ces petites scènes. Il faudrait qu'on arrive à faire une base de données pour aider quelqu'un, un bon réalisateur, un artiste. Il y a des gens formidables, moi, des gens que j'aime beaucoup, qui pourraient, comme, je sais pas, Alexandre Astier, c'est comme un rêve, quoi, qu'un type avec ce talent arrive à nous aider à mettre en scène ce film. Il faudrait lui donner un scénario riche de plein d'anecdotes stimulantes, fourmillantes, qui donnent une idée de l'effervescence que va rendre possible le fait d'écrire nous-mêmes la Constitution. Il faudrait que ce soit Astier ou quelqu'un d'autre qui veut bien, quoi. Il faudrait que quelqu'un le mette en scène. Des tas de gens qui écrivent des livres importants en les intitulant contre-révolution. Ce qu'on est en train de vivre, c'est une contre-révolution. Les privilégiés d'il y a 200 ans sont en train de gommer ce qu'on a gagné en 1789 et à l'époque. Because banks don't create money from thin air. They create the dollar from thin air. And a dollar is a debt
a debt note. A dollar is not money. So what the banks do is they create the debt out of thin air. Not the money, the debt. So that's the difference between the dollar and the money. The money is positive, the dollar is a negative. Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues.